L'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption révèle des irrégularités dans la gestion financière de 3 institutions. Plus de 695 millions de francs CFA d'irrégularités financières constatées à la présidence du FASO, plus de 2 milliards au niveau de la primature et 13 milliards de francs CFA à l'Assemblée nationale. Le point de presse de l'ASELSU à suivre dès l'entame de ce journal. La Confédération générale du travail du Burkina salue le départ des forces françaises Sabre ainsi que la dénonciation de l'accord d'assistance technique militaire. Son secrétaire général invite les autorités actuelles à insérer les questions monétaires. Vous l'entendrez dans ce journal. Et puis dans ce journal, nous parlerons également du lancement de la dernière tranche de la phase 3 du projet de renforcement du réseau d'assainissement des eaux pluviales de la ville de Ouagadougou. Le projet vise à faciliter l'écoulement des eaux pluviales en passant par le parc urbain Bangwego au canal Anayeli. Bonsoir et bienvenue dans notre journal. L'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption a présenté ce jeudi 9 mars à la presse le contenu du rapport d'audit de la présidence du FASO, du Premier ministère et de l'Assemblée nationale. Des irrégularités sont constatées dans la gestion de ces 3 institutions. Au titre de la présidence du FASO, l'incidence des irrégularités constatées est estimée à plus de 695 millions de francs CFA sous la gestion de Rochmar Christian Kaboré, des irrégularités imputables à 72 agents publics. Au titre de la primature, plus de 2 milliards d'irrégularités sont constatées sous l'ancien Premier ministre Christophe Dabiré. On fait le point avec Maxime Jean-Hugues Bambara et on revient pour l'audit de l'Assemblée nationale. De la gestion des marchés publics au compte de dépôt en passant par les régies d'avance, la gestion du carburant et lubrifiant, celle des frais de mission et frais de voyage, la gestion des rétributions ainsi que des dons, des irrégularités ont été constatées dans tous ces domaines d'audit définis. Les 3 institutions concernées sont la présidence du FASO, la primature et l'Assemblée nationale. Au niveau de la présidence du FASO, l'incidence totale des irrégularités est de plus de 695 millions de francs CFA, selon le contrôleur général d'État, Philippe Nion. D'abord, nous avons des irrégularités sur la commande publique qui proviennent de la non-liquidation des pénalités de retard et du non-enregistrement des marchés publics, ce qui a occasionné des pertes financières respectivement de 76 180 776 et de 204 931 782, soit un total d'irrégularité financière de 281 112 558. Pour la gestion des comptes de dépôt, les irrégularités portent sur l'absence de justification des opérations de recettes et de dépenses du compte du complexe du Centre international de conférence de Ouaga 2000. Elle se chiffre à plus de 265 millions de francs CFA. À en croire le contrôleur général d'État, la perte financière due à la mauvaise gestion du carburant, elle, est de plus de 72 millions de francs CFA. Nous avons constaté, au titre également de la présidente du FASO, des irrégularités dans l'octroi des rétributions. Elles portent notamment sur le paiement sans base légale, de frais de coordination et d'indemnités de responsabilité des responsables du programme budgétaire, le paiement de personnes participant à plusieurs activités se tenant au même moment dans des localités différentes, la création sans base légale du poste de vice-présidence du groupe de travail et le paiement des rétributions irrélatives. L'incidence financière de ces pratiques de mauvaise gestion est évaluée à 49 205 000. Au niveau de la primature, le rapport a relevé des fractionnements de marchés publics pour les soustraire aux règles qui leur sont applicables dans la rubrique contrôle de la commande publique. Le total de ces fractionnements de marchés s'élève à 334 996 722 francs. D'autres irrégularités ont été constatées et elles ont toutes eu des incidences financières.
Il s'agit du non-enregistrement des marchés publics, occasionnant des pertes financières de 301 860. Par ailleurs, les manquants de carburant sont évalués à plus de 28 millions de francs CFA, alors que les rétributions irrégulières servies sont de plus de 5 millions de francs CFA. Au niveau de la régie d'avance, le rapport ressort des pertes de plus de 4 millions de francs CFA. Il convient de relever que le rapport constate une violation par la primature de la circulaire numéro 2019-069 du 17 octobre 2019. Signée du Premier ministre relative à la réduction du train de vie de l'État. Cette pratique a occasionné un gaspillage des ressources financières évalué à 116 306 310 francs. L'audit de la présidence du FASO et de la primature couvre la période 2020 à 2021. Le contrôleur général d'État annonce une autre séance de restitution au mois de mai prochain et va concerner le rapport d'audit d'autres ministères. À rappel, l'objectif de ces audits est de s'assurer de la bonne gestion des ressources financières et comptables des structures auditées. Il ressort également du rapport de l'ASELC qu'au niveau de l'Assemblée nationale, le montant total des irrégularités financières constatées sous la gestion d'Alassane Bala Sakandé est de 13 milliards de francs CFA. Les domaines audités sont relatifs à l'évaluation du cadre juridique et réglementaire, à l'état d'amortissement des prêts véhicules accordés aux députés et à des charges du régime médico-social. On reste avec Maxime Jean-Hubert Bambara. Au niveau de l'Assemblée nationale, d'autres domaines d'audit ont été définis selon le contrôleur général d'État au regard du constat fait sur le terrain. L'audit a donc porté sur l'évaluation du cadre juridique et réglementaire, sur l'état d'amortissement des prêts véhicules accordés aux députés et sur des charges du régime médico-social. Il ressort de ce rapport que l'Assemblée nationale n'est pas respectueuse des lois régissant la gestion financière et comptable des structures publiques et des marchés publics, notamment la loi des finances, la loi portant code de transparence des finances publiques et la loi régissant les marchés publics. Au titre du contrôle des comptes de dépôt, le rapport a ressorti une série d'irrégularités. Il s'agit de paiements injustifiés ou pour lesquels aucune justification n'a été apportée. L'incidence financière est de 7 milliards 913 millions 856 138 francs. Au titre du contrôle de la commande publique, les irrégularités concernent le recours abusif à la procédure d'entente directe. Il ressort également du rapport que les dépenses d'investissement exécutées, telles que ressorties dans les comptes de l'Assemblée nationale, ne sont pas sincères. Sur un taux d'exécution de 99,28%, seulement 23% correspondent à des réalisations effectives. Au titre de la gestion des prêts véhicules, le rapport ressort un encours cumulé des 7e et 8e législatures de 1 milliard 585 650 000 francs. Convient de relever qu'après les relances de l'ASELC, un montant total de 70 415 000 a été régularisé par des députés et l'encours restant est de 1 milliard 515 235 000, dont 34 740 000 au titre des députés décédés. Le rapport constate par ailleurs que des libéralités ont été irrégulièrement faites et portent sur des subventions accordées aux députés en raison de 5 millions de francs CFA par député. Et en 2020, année électorale, 3 millions de francs CFA supplémentaires ont été accordés à chaque député. Le rapport constate également des appuis divers aux activités des députés, à savoir les journées de redevabilité, les financements des députés accordés par le président de l'Assemblée nationale sur demande individuelle du soutien. Ces appuis sont de 386 463 361 francs de 2018 à 2021. Un autre groupe d'irrégularités, c'est le non-respect de la réglementation sur les évacuations sanitaires. Le rapport constate qu'une personne qui n'est ni député, ni fonctionnaire parlementaire a bénéficié d'une évacuation prise en charge par l'Assemblée
nationale. Le montant total des incidences financières de ces irrégularités constatées dans le rapport de contrôle de l'Assemblée nationale est de plus de 13 milliards de francs CFA. L'audit de l'Assemblée nationale couvre la période 2018-2021. On poursuit ce journal avec la Confédération générale du travail du Burkina qui salue le départ des forces françaises SABR ainsi que la dénonciation de l'accord d'assistance technique militaire. Toutefois, elle pense qu'il ne faudrait pas se limiter uniquement aux questions militaires. À travers son secrétaire général, elle appelle les autorités actuelles à insérer également les questions monétaires. Serge Kabouri était dans les locaux de la CGTB. Voici son reportage. Composée d'une dizaine de syndicats nationaux et de plus de 70 syndicats d'entreprises, la Confédération générale du travail du Burkina CGTB a toujours demandé, à travers ses différentes plateformes revendicatives, le démantèlement des bases militaires étrangères du Burkina Faso. Avec le départ de la force SABR française et la dénonciation de l'accord d'assistance militaire technique de 1961, la CGTB, à travers son secrétaire général Moussa Diallo, se dit satisfaite tout en appelant à la vigilance. Nous avons toujours revendiqué ça, nous étions parfois même incompris, mais aujourd'hui nous constatons que cette position est en train d'être une position dominante au sein de l'opinion nationale. C'est déjà une bonne chose. Que l'on puisse demander le départ des forces militaires françaises stationnées chez nous, c'est bien. Il ne s'agit pas de se délier de la domination impérialiste française pour aller se mettre sous la domination impérialiste russe. En tout cas, notre position est suffisamment claire là-dessus. Il s'agit d'affirmer la souveraineté de notre État sur le plan international et que nous devrions maintenant travailler à ce que nous traitons d'égal à égal avec tous les États du monde. Et en tout cas, qu'on ait au moins le souci de préserver les intérêts de notre pays dans tout engagement international que les autorités viendraient à prendre. Cependant, le secrétaire général de la Confédération générale du travail du Burkina, Moussa Diallo, estime qu'il ne faudrait pas se limiter uniquement aux aspects militaires. Il n'y a que le volet militaire ici qui est dénoncé. C'est déjà bien, mais pour nous, nous restons toujours sur notre soif. N'oubliez pas que ces accords ont aussi un volet économique qui jusque-là n'a été évoqué par personne. Il y a aussi le volet monétaire, là, le franc CFA. C'est vrai qu'aujourd'hui, il est difficile pour le Burkina seul de sortir du franc CFA. Ce n'est pas impossible, mais c'est difficile parce que c'est toute une communauté de la sous-région qui est impliquée. Mais on devrait travailler aussi à aller vers ça pour pouvoir créer une monnaie de la sous-région. Sur la question de l'amorce de souveraineté, la Confédération générale du travail du Burkina CGTB dit attendre de voir la suite des résultats. Une chose est de vouloir, l'autre est de se donner les moyens effectivement pour aboutir aux résultats escomptés. N'oublions pas qu'on a demandé à l'ambassadeur de la France de partir depuis un certain temps. La France l'a rappelé pour consultation, il est revenu, mais il est toujours là. Donc peut-être que pour nous, il faut attendre de voir les résultats de façon concrète avant de dire qu'on est en train d'amorcer une solution de souveraineté de notre pays. Toutefois, la CGTB, la Confédération générale du travail du Burkina, salue déjà la démarche engagée par les autorités burkinabées de transition pour remettre le pays sur la voie de la souveraineté. Elle l'appelle également à aller au-delà des questions militaires pour régler la question monétaire. Nous en venons à la revue annuelle 2023 du cadre sectoriel de dialogue des ministères en charge de la culture, du tourisme, des sports et loisirs. La rencontre a permis d'examiner et de valider le rapport de mise en œuvre des actions planifiées pour l'année 2023-2025. Les participants ont été invités à tirer leçon des difficultés de l'année dernière afin d'améliorer les performances pour 2023. Yassine Sawadgo pour plus de détails. Suivre, évaluer et orienter la mise en œuvre des actions et plans d'action sectoriels de transition, c'est la mission assignée au cadre sectoriel de dialogue, dispositif de suivi dans la mise en œuvre des politiques nationales de développement au Burkina Faso. La présente session de revue annuelle 2023 est sans nul doute le lieu d'examiner et d'évaluer le rapport de mise en œuvre des différentes actions planifiées dans le plan d'action sectoriel.
Les secteurs de la culture, du tourisme, des sports et des loisirs ont connu des difficultés dans leur mise en œuvre en 2022 pour cause la situation sécuritaire. Selon le ministre en charge de la culture, des arts et du tourisme, Jean-Emmanuel Ouedraogo, ce rendez-vous permettra de valider le plan d'action pour la stabilisation et le développement 2023-2025. Le contexte de mise en œuvre des activités en 2022 a été fortement marqué par le défi sécuritaire et l'instabilité sociopolitique avec le corollaire de régulation budgétaire. Cette situation a entraîné une perturbation de la mise en œuvre des activités durant les 3 premiers trimestres de l'année 2022, ce qui a occasionné une concentration des activités durant le dernier trimestre, impactant ainsi la performance du secteur. Nonobstant les difficultés rencontrées, des défis ont été relevés dans ce secteur. Le ministre Jean-Emmanuel Ouedraogo attend des participants une participation active à cette session. La résilience des acteurs du secteur a permis d'engranger des acquis fort encourageants. C'est le lieu pour moi de féliciter tous les acteurs de notre cadre sectoriel de dialogue pour leur engagement et leur détermination dans l'atteinte des résultats. Dans le souci de disposer au sortir de cette session de documents de qualité reflétant l'ensemble des efforts de notre secteur, je souhaite que nous ayons des échanges francs, fructueux et constructifs assortis de recommandations pertinentes. Notons que cette session de revue annuelle 2023 du cadre sectoriel de dialogue, culture, tourisme, sport et loisirs concerne les ministères de la communication, de la culture, des arts et du tourisme, des sports, de la jeunesse et de l'emploi, de l'éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales et celui de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Projet de renforcement du réseau d'assainissement des eaux pluviales de la ville de Ouagadougou, Bravo. La dernière phase de la tranche 3 du projet a été lancée ce 9 mars 2023 sur le tronçon du canal Anayele dans l'arrondissement 10 de la ville de Ouagadougou. Ce projet vise à faciliter l'écoulement des eaux pluviales de la capitale burkinabé en passant par le parc Bangerwego au canal Anayele. La cérémonie de lancement des travaux maintenant dans ce reportage signé Fatima Tanikema. Le ministre de l'Urbanisme, des Affaires foncières et de l'Habitat, accompagné d'une délégation gouvernementale et de la représentante de la Banque ouest-africaine de développement, donne ici le top départ des travaux de prolongement de l'aménagement du Marigot Kadiogo. Ces travaux, qui entrent dans le cadre de la tranche conditionnelle du projet de renforcement du réseau d'assainissement des eaux pluviales en sa phase 3, devront permettre de revêtir ce marigot de béton armé. Et cela sur une longueur de 1310 mètres, explique Samiratou Bougumpiga, représentante de COGEB. Ici, on doit faire le revêtement sur 850 mètres. Et comme vous avez vu sur la phase, après, juste après le pont, on doit réaliser un béton et sur les 850 mètres. Et après, on a une mare de 100 mètres et 400 mètres de long et sur 100 mètres de large. Et aussi, on doit réaliser au niveau de Goudrin, on doit faire juste une amorce parce qu'après, il y a une connexion aussi qui doit se faire sur 60 mètres. Le collecteur permet, on va dire, de collecter l'essentiel des eaux pluviales de la ville de Ouagadougou à travers le parc urbain Bangerwego pour pouvoir les déverser à la sortie de la ville. Donc, nous espérons qu'une fois que ce projet sera conduit à terme, on va résoudre un tant soit peu les désagréments liés aux inondations qui sont récurrentes à chaque saison de pluie au niveau notamment de la ville de Ouagadougou et de ces quartiers spécifiquement qui sont concernés par le projet. Et l'entreprise a un délai de 6 mois pour exécuter ces travaux. Le ministre Mikaïlou Sidibé a saisi l'occasion pour inviter l'entreprise à accélérer dans les travaux afin de rendre disponible l'essentiel des constructions avant le début de la saison des pluies. Une fois que nous aurons ces pluies, elles vont non seulement perturber la mise en œuvre des travaux sur le terrain, mais créer également des désagréments au niveau des populations riveraines. Donc je pense qu'à ce niveau, l'entreprise est bien sensibilisée et vu l'expérience qu'elle a derrière elle, nous osons espérer vraiment que les travaux seront conduits correctement avant la tombée, on va dire le démarrage de la saison des pluies.
Le ministre de l'Urbanisme, des Affaires foncières et de l'Habitat demande également l'indulgence des populations pour les désagréments que pourront engendrer les travaux. Il leur a aussi demandé une veille citoyenne pour le bon déroulement des travaux. À en croire Robert Minungu, président de l'Amicale des Riverains, l'Amicale est déjà aux aguets. L'Amicale suit les travaux, même avant le début des travaux. Voilà, on suit tout de près. Et au niveau de la veille citoyenne aussi, on fait tout ce qu'on peut, tout ce qu'on trouve anormal, on essaie de tout mettre en place pour arrêter ces phénomènes. Notons que le projet de renforcement du réseau d'assainissement des eaux pluviales compte une 4e phase qui constitue l'aménagement du marigot Kadiogo à partir de sa confluence avec le marigot de Goudrin jusqu'au fleuve Massili, la construction d'un 4e barrage, l'aménagement d'une trame d'accueil et d'un périmètre irrigué. En attendant le financement de cette dernière phase, les travaux de cette tranche conditionnelle de la phase 3 sont financés par la Banque ouest-africaine de développement BOAD à hauteur de 4,5 milliards de francs CFA. Le projet de résilience et de compétitivité agricole, la Maison de l'entreprise et la Banque mondiale ont signé ce jeudi 9 mars 2023 une convention de cofinancement du micro-projet et sous-projet dans les secteurs agricoles et agroalimentaires au profit de 1819 promoteurs. Les images de la cérémonie de remise symbolique de chèques avec Mamidriana Kamabou dans ce reportage. Ils sont 1819 promoteurs des produits agricoles et agroalimentaires qui viennent de bénéficier de financements grâce au PRECA, projet de résilience et de compétitivité agricole. Des montants allant de 3 449 000 francs CFA à plus de 185 millions de francs CFA, ce projet va contribuer au renforcement de la transformation de l'agro-industrie au Burkina Faso. Sur ces 1819 promoteurs, 52% sont des femmes. La société Watassi, qui évolue dans la production du maïs, fait partie aussi des bénéficiaires. Selon son chargé de communication, Asita Gira, la société vient de bénéficier d'un chèque de plus de 70 millions de francs CFA. Ça va permettre à ce que notre entreprise croît. Ça va d'abord nous aider à plus produire, à embaucher, à avoir la main-d'œuvre et nous sommes satisfaits. Nous avons atteint à peu près à 70% notre objectif de financement. Le projet de résilience et de compétitivité agricole PRECA a pour objectif d'accroître la productivité du secteur agricole et de faciliter l'accès au marché des producteurs ainsi qu'aux petites et moyennes entreprises agroalimentaires dans les chaînes de valeur ciblées. Ce projet, selon le ministre en charge de l'agriculture, entre dans le cadre de la 2e phase du plan national de développement économique et social. Denis Ouetraogo invite les bénéficiaires à respecter les cahiers de charges. Si on respecte cela et on conduit convenablement les activités, on aura les meilleurs résultats possibles. Mais lorsqu'on dévie un peu, ne serait-ce que quelques millimètres, si je peux m'exprimer de la sorte, on risque d'avoir des résultats mitigés. Donc c'est qu'ils utilisent vraiment les financements mis à leur disposition à bon escient et vraiment dans l'activité qui a été proposée pour demander le financement. Selon la représentante résidente de la Banque mondiale au Burkina Faso, Maïmouna Mbofam, plus de 60 milliards de francs CFA ont été mobilisés pour ce projet. L'apport des bénéficiaires est de 21 milliards de francs CFA, celui des institutions financières d'à peu près 23 milliards et la subvention appuyée par la Banque mondiale est de 16 milliards de francs CFA. Si on améliore la productivité et la compétitivité du secteur, elle peut contribuer plus largement au PIB et au bien-être des populations. Donc ce financement s'inscrit dans le cadre du projet d'appui à la résilience et la compétitivité agricole qui vise à accompagner le ministère de l'Agriculture dans tous les domaines tels que l'irrigation et également le développement du secteur privé local à pouvoir leur permettre d'aller à l'échelle à travers ces financements-là. Le PRECA est un projet intégré de soutien à la production agricole qui intervient dans les domaines de l'aménagement hydro-agricole, du soutien à la production, du désenclavement de grandes zones de production et de l'entrepreneuriat agricole.
Direction à présent la mairie de l'arrondissement 3 de la ville de Ouagadougou où 7 couples de forces de défense et de sécurité ont régularisé leur situation matrimoniale devant l'autorité civile aujourd'hui 9 mars à l'occasion d'un mariage collectif. Ce mariage collectif est organisé par la Fondation Espoir et Sourire en collaboration avec la direction de l'action sociale des armées. Avec la situation sécuritaire délétère, ce mariage permet au FDS d'assurer une sécurité juridique à leur famille. Serge Bassolé, Abdoulrahimi. Oui, je le consens. Issus des forces de défense et de sécurité, ils sont au total 7 couples à régulariser leur union conformément à la loi ce 9 mars à Ouagadougou. C'est un mariage collectif célébré par le vice-président de la délégation spéciale de l'arrondissement 3 de Ouagadougou. Difficile pour les mariés de cacher leur joie à l'image du couple Zengue qui dit avoir pendant longtemps nourri ce rêve. Je suis comblée de joie. Les mots me manquent. Oh, vraiment, les mots me manquent. Comme elle vient de dire, voilà, vraiment, je suis tellement content. Aujourd'hui, en tout cas, vraiment, c'est le jour vraiment que voilà, j'ai tant attendu. Et vraiment, je suis content. Et je remercie beaucoup Dieu. Je suis content ce matin. Je rends grâce à Dieu pour les merveilles qu'il nous donne. Vraiment, on est content. Voilà, c'est tout ce qu'on cherchait. Dieu nous a permis aujourd'hui. On lui rend toute la gloire. Cette initiative de mariage collectif est portée par la Fondation Espoir et Sourire Fondes en collaboration avec la direction de l'action sociale des armées. Pour le colonel-major Rémi Kambou, directeur central de l'action sociale des armées, cette initiative vise à protéger les familles des forces de défense et de sécurité dans ce contexte difficile. Nous, en tant qu'action sociale, nous voyons des choses qui se passent après que les militaires soient tombés, surtout vis-à-vis de leurs épouses. Quand elles ne sont pas légalement mariées, c'est vraiment difficile pour nous. Donc c'est une forme de sensibilisation que nous voulons faire en direction des militaires pour qu'ils régularisent la situation des militaires, de leurs épouses pendant qu'ils sont vivants. Quoi qu'on dise, vous savez que nous prenons des risques et que la probabilité que quelque chose nous arrive est là. Et donc il faut avoir le courage de regarder en face et sécuriser surtout l'avenir des enfants et des femmes en tenant compte du contexte que nous vivons actuellement. Le directeur central de l'action sociale des armées invite tous les éléments des forces de défense et de sécurité à régulariser leur situation de couple. Il soutient que son service est disposé à accompagner ces derniers afin que tous les combattants qui sont en couple soient légalement mariés en vue de protéger les familles en cas d'incident malheureux. Et pour terminer, le navire plastique Odyssée qui parcourt le monde pour sensibiliser sur la pollution plastique est à Dakar en ce moment. Le navire y restera pendant un mois pour aider les autorités sénégalaises à lutter contre le problème de la pollution plastique dans le pays. Le reportage. Des entrepreneurs sénégalais cherchent des solutions de recyclage pour lutter contre le problème de la pollution plastique dans le pays. L'équipage de Plastique Odyssey est à l'origine d'une initiative flottante de 3 ans autour du monde qui vise à expliquer les principes de base du recyclage du plastique à de potentiels recycleurs vivant dans des pays aux prises avec une importante pollution. À Dakar, les visiteurs ont pu découvrir le processus de recyclage du début à la fin. On a un volet où on va apprendre de ce qui se passe déjà sur le terrain, parce qu'on rencontre énormément d'innovations qui sont parfois pas connues. Et puis on accueille aussi une dizaine d'entrepreneurs. Là on avait une promo qui était très intéressante, on a eu 13 entrepreneurs au Sénégal qui viennent se former aux techniques de recyclage. Il y a aussi un échange forcément puisqu'ils font déjà en général du broyage, ils commencent à collecter, à trier et parfois à broyer. Si l'enthousiasme de ces jeunes entrepreneurs ne manque pas, la technologie, le financement et la sensibilisation du public font défaut. Le président Macky Sall a proposé de faire du Sénégal une nation zéro déchet et a interdit les plastiques à usage unique en 2020. Mais après des décennies de gestion chaotique des problèmes, les activistes constatent des progrès minimes. Les déchets partout en Afrique, c'est un problème. Et petit à petit, les gens commencent par prendre conscience, savoir que ces déchets, au départ, on nous insultait, on nous traitait comme des fous. Mais aujourd'hui, les gens commencent par comprendre que les déchets, c'est de l'avenir. Les déchets, ça crée de l'emploi. Les déchets, c'est une opportunité. Le jeune entrepreneur sénégalais Abdoul Baki Mbaké a mis en place son propre site de recyclage, un projet pilote lancé avec Plastique Odyssey.
Nous fournissons des poubelles de tri, nous les fabriquons afin de doter la population d'outils leur permettant de trier leurs déchets. Nous collectons les déchets triés et nous les revalorisons via des partenariats. Les entreprises et les ménages paient un abonnement pour ce service. Abdoul dit collecter 15 tonnes de déchets par jour, dont environ 20% de plastique. L'industrie naissante a besoin de l'aide de l'État pour décoller, par exemple en encourageant les gens à trier leurs déchets. Voilà, toutes nos excuses pour ceux qui nous suivent sur Canal, toutes nos excuses pour le mauvais signal dû à un problème de réseau. On s'arrête pour ce journal. Bonne suite de programme sur la télévision interactive.